Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons, au cours de ce dernier cours de ce cycle consacré aux acides aminés et protéines, nous intéresser aux méthodes d'analyse et de séparation des peptides et des protéines. Ces méthodes sont utilisées en recherche pour l'étude des fonctions biologiques et la recherche d'éléments protéiques diagnostiques ou à valeur de cible thérapeutique, mais également en analyse biologique de routine pour la détermination de paramètres perturbés chez les patients. Au cours de cet enseignement, nous verrons des techniques qui combinent la séparation, l'identification ou la quantification de protéines. Il s'agit des techniques d'ultrafiltration, les techniques chromatographiques avec la chromatographie d'exclusion en gel, la chromatographie d'échange d'ions et la chromatographie d'affinité, l'électrophorèse et les techniques modernes en analyse protéomique. Et enfin, nous citerons les techniques de cristallographie pour la détermination structurale des protéines. L'ultrafiltration est une technique de séparation non dénaturante des macromolécules en suspension dans un liquide. On utilise à cet effet des membranes à pores très petits, jouant le rôle de tamis moléculaires. L'ultrafiltration se situe de manière intermédiaire entre la microfiltration, qui permet de séparer les cellules et les grosses particules en suspension, et la nanofiltration et l'osmose inverse, qui permettent d'éliminer complètement les ions et les petites molécules. L'ultrafiltration va permettre de retenir par un filtre les protéines, alors que les petites molécules et les ions passeront à travers. Ceci permet de concentrer les protéines dans le compartiment supérieur et d'éliminer des sels ou des petites molécules qui pourraient gêner les opérations analytiques suivantes. Deux types de tamis moléculaires peuvent être utilisés. Il s'agit des membranes de type en profondeur, les protéines étant piégées dans le filtre, et des membranes de type écran qui ne laissent pas entrer les protéines au-dessus d'une certaine taille. Ce second type de membrane est préféré quand il s'agit de récupérer les protéines. Il existe deux méthodes pour réaliser l'ultrafiltration, c'est-à-dire pour faire passer l'échantillon à travers la membrane. Soit l'utilisation d'une centrifugeuse, la gravitation va faire passer le liquide et les ions à travers la membrane, les protéines restant dans le compartiment supérieur. Cette technique est adaptée pour de petits échantillons en laboratoire de recherche ou d'analyse biologique. La seconde technique utilise un gaz pour faire passer le liquide à travers la membrane. Cette technique est plutôt utilisée pour de grandes quantités de protéines, notamment par l'industrie pharmaceutique au cours de la préparation de médicaments protéiques. Nous allons maintenant voir un deuxième groupe de techniques séparatives et analytiques des protéines que sont les chromatographies. Nous détaillerons trois types de chromatographie. La chromatographie sur gel ou chromatographie d'exclusion, la chromatographie d'échange d'ions et la chromatographie d'affinité. Ces trois chromatographies vont utiliser des propriétés physico-chimiques des protéines pour les séparer. Le principe d'une chromatographie est indiqué dans le schéma. Il s'agit d'un système à flux liquide où l'échantillon est poussé par un solvant, la phase mobile, dans une colonne appelée phase stationnaire. La nature de cette phase stationnaire va permettre la séparation des protéines. Leur sortie de la colonne est suivie par un détecteur, par exemple un spectrophotomètre à 280 nanomètres, qui permet le suivi des acides aminés aromatiques. On obtient ainsi un chromatogramme. Bien sûr, les protéines qui sont éluées de la colonne peuvent être collectées dans des tubes. Le premier type de chromatographie est la chromatographie d'exclusion sur gel.
Elle va séparer les protéines suivant leur taille en utilisant une phase stationnaire constituée de billes poreuses. Ces billes sont fabriquées par polymérisation de sucre. Ces polymères forment un réseau plus ou moins serré. En fonction du diamètre des pores ainsi formés, les petites protéines pourront passer à travers ces billes ou au contraire, si elles sont trop grosses, seront exclues de ce réseau, d'où le terme de chromatographie d'exclusion. De nombreux supports de gel ont été développés avec différents types de molécules polymérisées. Je citerai de manière historique les céphadex formés de polymères de dextran ou les cépharoses constituées de chaînes d'agarose. Différents diamètres de maillage du réseau ont été réalisés permettant de fractionner les protéines de différentes zones de masse telles qu'indiquées dans le tableau à gauche. Voyons maintenant un peu plus en détail le fonctionnement de cette chromatographie. L'échantillon protéique arrive en haut de la colonne qui contient les billes de polymère. Les protéines vont parcourir la colonne, mais de manière différente en fonction de leur taille. Les grosses protéines ne pourront pas entrer dans le réseau à maillage fin des billes et vont donc uniquement passer entre les billes. Leur parcours va être très court et elles vont sortir très rapidement. Inversement, les petites protéines, comme indiqué sur le schéma à droite, vont pénétrer dans les billes. Leur parcours va être beaucoup plus long et elles vont donc mettre beaucoup plus de temps pour sortir de la colonne. Cette chromatographie permet ainsi de séparer les protéines selon leur masse. Le deuxième type de chromatographie est la chromatographie d'échange d'ions qui va utiliser la propriété des protéines d'être chargées. Différentes résines telles que les cépharoses, les céphacryles ou des celluloses substituées sont modifiées par ajout d'un groupement chargé. Il peut s'agir de groupements chargés négativement pour de l'échange de cations tels que les groupements sulfoniques, carboxyliques, phosphates ou sulfoéthyles. Il peut aussi s'agir de groupements chargés positivement pour faire de l'échange d'anions tels que le diéthylaminoéthyle ou DEAE, l'aminoéthyle ou le triméthylamine. Ce support chargé forme la phase stationnaire dans la colonne. Nous l'avons vu, les protéines ont des charges variables en fonction du pH. Ainsi, comme indiqué sur cet exemple, chaque protéine, en fonction de sa séquence primaire, présente une courbe particulière de charge en fonction du pH. Chaque protéine, notamment, a un point isoélectrique ou pHi défini pour lequel il n'a pas de charge. Pour des valeurs de pH en dessous de ce pHi, la protéine est chargée positivement, alors que pour des valeurs de pH supérieures au pHi, la protéine est chargée négativement. Cette propriété de charge variable en fonction du pH va être utilisée pour la séparation par chromatographie d'échange d'ions. Il est donc possible, comme nous l'avons vu pour les acides aminés, de fixer l'ensemble des protéines d'un échantillon sur un support chargé, puis de faire varier le pH pour décrocher sélectivement les différentes protéines de ce support. Un exemple est donné sur ce schéma avec une chromatographie d'échange d'anions. La résine a une charge positive et fixe à pH très basique les différentes protéines. Puis, la diminution du pH va modifier l'état de charge porté par les protéines et celles-ci vont se désorber les unes après les autres dès que le pH arrive à leur point isoélectrique pHi, c'est-à-dire un pH pour lequel elles ne portent plus de charge et ne peuvent donc plus réaliser d'interaction ionique. Les variations de pH vers des valeurs extrêmes basiques ou acides peuvent provoquer des dénaturations ou des modifications irréversibles de certaines protéines. C'est pourquoi une autre technique de désorption fréquemment utilisée consiste à utiliser un pH fixe, soit légèrement basique, soit légèrement acide, propice à une fixation d'une majorité de protéines, puis
à varier la force ionique en augmentant graduellement la concentration en sel. L'augmentation de force ionique va permettre une compétition sur les groupements chargés de la résine et des protéines et permettre ainsi leur élution séquentielle. Le troisième type de chromatographie est la chromatographie d'affinité. La phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique ou bioaffinité pour une protéine ou un groupe de protéines de l'échantillon à analyser. Différents types d'affinités peuvent être utilisés comme un substrat pour une enzyme, un antigène pour un anticorps, un métal pour une métalloprotéine, un sucre pour une lectine ou une hormone pour son récepteur. Cette chromatographie se passe en 3 phases. Au cours de la première phase, l'échantillon complexe de protéines est passé sur la phase stationnaire. Seules la ou les protéines ayant une affinité pour le substrat seront retenues. Une deuxième phase est une purification ou lavage qui va éliminer toutes les protéines n'ayant pas réalisé d'interaction spécifique avec le substrat. La troisième étape est l'élution qui va très fréquemment utiliser la compétition pour décrocher les protéines qui étaient retenues sur la colonne. Ce type de chromatographie est très spécifique et sélective et permet ainsi souvent en une seule étape d'obtenir une protéine avec un haut degré de pureté. Voyons maintenant un autre type de méthode séparative des protéines, basée cette fois sur une séparation dans un potentiel électrique. Il s'agit de l'électrophorèse. La technique de l'électrophorèse est fondée sur le déplacement d'ions, molécules ayant perdu leur neutralité électrique, sous l'effet d'un champ électrique. Du fait de leurs caractéristiques propres et en fonction des conditions de l'électrophorèse, ces ions auront des vitesses de migration différentes. Ils vont donc se séparer les uns des autres. Les molécules anioniques, chargées négativement, migrent vers l'anode chargée positivement, et les molécules cationiques, chargées positivement, se déplacent vers la cathode, chargée négativement. L'électrophorèse en gel de polyacrylamide pour la séparation de protéines contenant du lauryl sulfate de sodium est appelée SDS-PAGE. Il s'agit d'un acronyme anglophone de sodium 2-décyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Cette technique permet de séparer des protéines selon leur poids moléculaire. La matrice est créée par la polymérisation d'acrylamide et de bis-acrylamide. La grosseur des pores est variable et peut être contrôlée. Il s'agit d'une méthode dénaturante en raison de l'ajout de lauryl sulfate de sodium ou SDS. Dans ce gel dénaturant, on retrouve le SDS qui se lie aux protéines selon un ratio constant, une molécule de SDS pour 2 acides aminés. Le SDS est un détergent fort possédant une longue queue hydrocarbonée hydrophobe et une extrémité chargée négativement. Il interagit avec les protéines par sa portion hydrocarbonée en liant leur région hydrophobe. En se liant à la protéine, le SDS empêche son repliement et lui confère une charge nette négative. Cela signifie que seul le poids moléculaire apparent, et non réel, des protéines sera le facteur de leur séparation. Ceci permet sa migration dans la matrice à l'aide d'un courant électrique et la séparation des protéines s'effectue uniquement en fonction de leur poids moléculaire. Les protéines ayant un petit poids moléculaire migreront plus loin que les grosses. Lorsque les protéines ont été séparées, leur visualisation peut être effectuée en les colorant directement par du bleu de Koumassi ou du nitrate d'argent. L'électrophorèse peut être utilisée en clinique pour l'analyse des protéines du plasma. Dans ce cas,
une technique de séparation non dénaturante est utilisée. Les protéines migrent dans un champ électrique au travers du maillage d'un gel en fonction de leur taille et de leur charge. Cette diapositive représente à gauche, en haut, une électrophorèse classique de protéines plasmatiques avec en dessous une courbe représentant la densité des différentes bandes observées. Ces bandes correspondent à des fractions protéiques très majoritaires du plasma, comme l'albumine ou les immunoglobulines. L'intensité de ces différentes bandes, normales sur cette analyse, peuvent être modifiées dans des circonstances pathologiques et permet, après une interprétation, d'aider le clinicien à poser un diagnostic. Ce système d'électrophorèse a été automatisé et utilise des gels permettant la séparation de nombreux échantillons en parallèle dans le cadre de laboratoires d'analyse médicale. Un exemple d'appareil est donné en photographie en bas à droite. Des variantes plus complexes ont été développées afin de séparer les protéines selon deux critères, leur point isoélectrique et leur poids moléculaire. Il s'agit des gels 2D ou bidimensionnels. Un exemple vous est donné ici. Cette technique permet de séparer des mélanges complexes de protéines, tels que des prélèvements biologiques, avec la résolution de plusieurs centaines, voire de milliers de protéines. Ces techniques ont donné naissance à une nouvelle discipline au cours des dernières décennies qui s'occupe d'analyser des mélanges complexes de protéines avec pour objectif l'identification et la quantification de l'ensemble des protéines. Il s'agit des techniques de protéomique qui a valu le prix Nobel à ses inventeurs en 2002. La protéomique s'appuie sur les techniques chromatographiques et électrophorétiques vues précédemment, ainsi que sur des appareils permettant l'identification des protéines par mesure de leur masse. Ce sont les spectromètres de masse dont vous avez une photographie en exemple en bas à gauche. Je citerai enfin une dernière technique d'étude des protéines que nous ne détaillerons pas ici, car elle est très complexe et nécessiterait des heures d'explication. Il s'agit de la cristallographie des protéines et de la diffraction des cristaux protéiques par les rayons X. Cette technique nécessite de grands équipements tels que le synchrotron de Grenoble. Elle permet de déterminer la structure tridimensionnelle des protéines. Cette technique est fondamentale dans la compréhension du repliement des protéines, de leur structure et donc de leur fonction biologique. Avec ce cours se termine ce cycle d'enseignement sur les acides aminés et les protéines. Nous avons ainsi fait un tour rapide des structures et des propriétés physico-chimiques des acides aminés et des protéines qui vous permettront de comprendre leur rôle dans le fonctionnement de nos cellules et de notre organisme, dans les mécanismes moléculaires des pathologies et comme outil diagnostique ou thérapeutique. Je vous remercie.